Je dois avouer quand même que j'avais pour ambition de faire le livre cette année. Donc du coup, il n'y a pas une réelle surprise pour moi qu'il y ait un livre parce que ça s'inscrivait dans la continuité de ce que je voulais faire. Il y a un paramètre qui est très important quand je travaille pour moi, c'est l'accessibilité. Et quand je parle d'accessibilité, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas du tout ce qu'est une plateforme de podcast. Même dans mon environnement immédiat, je dois expliquer aux gens c'est quoi un podcast. Et du coup, la prochaine étape, quand je commençais, la première étape, c'était que ce soit disponible sur les plateformes de podcast. La seconde, que ce soit disponible sur des plateformes que des gens connaissent mieux, comme YouTube. Mais la troisième, ce serait aussi que ce soit en livre pour des gens qui n'ont pas encore accès à Internet, de pouvoir le trouver. Et ma quatrième étape, ça va être de pouvoir faire en sorte que le maximum de gens puissent avoir le livre gratuitement. Ça, c'est une autre étape. Parce que ce ne sont pas... Quand on fait conversation féminine, je le fais pour des générations de filles comme celle de ma fille, qui ont grandi dans les mêmes environnements dans lesquels j'ai grandi ou qui n'avaient pas forcément la possibilité de s'acheter des livres. Et donc, il est important pour moi que toutes ces jeunes filles-là puissent accéder à ce livre-là, puissent le lire, puissent se le passer d'une manière, on trouvera un moyen de le faire, mais voilà. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse, et d'autant plus que je ne suis pas quelqu'un de très sociable, d'avoir pu lier autant de liens, mais autant de liens qui soient des liens justes, qui soient des liens vrais, qui soient des liens faits d'une réelle bienveillance et d'une réelle compréhension les uns des autres. Et c'est en ce sens-là que quand je vois ces gens, que ça me touche autant. Tu sais, c'est drôle quand on me pose ça ou quand on me demande qu'est-ce que tu attends. Le premier réflexe que j'ai, c'est de dire je ne sais pas. Parce qu'en vrai, les choses qui vont faire écho chez moi ne sont jamais les mêmes choses qui vont faire écho chez quelqu'un d'autre. S'il y a une chose, par contre, qui est constante, c'est qu'à chaque fois, on interroge la place. Les voix de toutes ces femmes que vous lirez dans le livre, que vous écouterez dans le podcast, sont plurielles, certes. Elles sont singulières aussi parce que ce sont leurs voix à elles, mais elles ont aussi quelque chose en commun avec chacune d'entre nous. Ça peut ne pas se trouver au même endroit, mais il y a quelque chose qui va résonner en chacun d'entre vous, qui va vous parler par rapport à ça. Et je pense que vous le trouverez quelque part à un moment dans la lecture. Ça, c'est une question piège. J'ai fait 38 entretiens. J'ai ri aux larmes. J'ai pleuré aussi toutes les larmes de mon corps. Et la dernière fois que j'ai pleuré, c'était avec l'entretien de Khady Cissé Diop, qui est la directrice générale de Eau Royal. Et je passe tous les entretiens de conversation féminine comme ça. Je le dis, je suis encore émue. Le premier entretien qui m'a... Non, c'est fou. Le premier entretien que j'ai fait en physique, je l'ai fait avec Marie-Madeleine Diallo. J'ai pleuré 1 heure. J'étais avec Papis Diarra qui est là, j'étais avec Ahmed. J'ai pleuré pendant 1 heure et à la fin de l'entretien, Tata Marie-Madeleine me dit « Waa man doom » avec son accent de doomu Ndar la « Waa man doom lan laa fi wax ba war a tax yow ma def la nii mbaa dafa am lu ma la wax lu la jaar » Mais c'est juste que moi, je découvrais Marie-Madeleine Diallo alors que je pensais connaître Marie-Madeleine Diallo parce que j'ai grandi avec la figure de Marie-Madeleine Diallo. Je suis une enfant qui a grandi dans les années 90 et donc qui connaît Marie-Madeleine Diallo par Bara Yogo. Et il y a cette sorte de proximité qui se noue quand tu interagis via la télé avec cette personne qui est très loin de ce que la personne est, de ce qu'elle a pu vivre, de par quoi elle a pu passer. Et entendre ces femmes qui ont l'âge de ma mère qui est là, qui ont l'âge de ma belle-mère qui est là, accepter d'avoir certaines conversations avec moi, il y a un moment où quelque chose, il y a un trop-plein. Et du coup, je me retrouve en larmes, ou bien je me retrouve à rire aux éclats. Mais chaque conversation est unique. Et j'ai essayé à chaque fois de trouver, pour chacune d'entre elles, pour les femmes du livre, un mot que je pourrais garder par rapport à tout cela. Oui, ce n'est pas simple. Émotionnellement, ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le livre a été très difficile pour moi. Je leur ai fait un message à elles toutes le jour où on a fini le premier jet et que Souleymane m'a renvoyé tous les textes en une fois et que j'ai dû tous les relire en une fois. Je leur ai fait un message à chacune d'entre elles, style encadré. Mais il y a une question qui revient très souvent quand on me dit « Pourquoi tu as fait conversation féminine ?» Et j'ai d'abord fait conversation féminine
parce que je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu. J'ai toujours passé énormément de temps avec des personnes adultes pour qu'elles me racontent des choses que je n'ai pas vécues. Je ne suis pas assez vieille pour les avoir vécues. Et donc, j'ai des tonnes d'histoires de personnes qui ne sont plus depuis très longtemps. Mais au-delà de ça, je suis devenue maman pour la première fois il y a un peu plus de 15 ans. Et quand je discute avec ma fille, des fois, je dis Ndioro Ndiaye. Elle fait, hein? Et je dis, mais si on parle de ministre de la femme, si réellement au Sénégal, le poste de ministre de la femme, c'est Ndioro Ndiaye qui incarne la fonction. Elle me dit, mais maman, c'est qui? Et à chaque fois, c'était pareil. Quelle que soit la figure que je pouvais nommer, elle n'avait aucune connaissance. Et j'ai commencé à m'intéresser au fait que toutes ces voix de femmes ne sont pas visibles dans l'espace public. Ces voix sont invisibles ou elles sont silencieuses, peu importe la quantité de choses qu'elles ont pu réaliser. Et donc, la deuxième raison pour laquelle j'ai créé Conversation Féminine, c'est pour ma fille. Et quand je dis pour ma fille, ça veut dire aussi par extension pour toutes les autres jeunes filles de cette génération, parce que je trouve qu'elles ont d'autres rôles modèles qui sont très bien. C'est juste des rôles modèles qui ne proviennent pas forcément de nos centres, qui ne racontent pas forcément nos histoires et qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités. Donc à partir de ce moment-là, j'espère qu'au moins chaque jeune fille de sa génération à elle aura l'opportunité de pouvoir le dire. Je ne sais pas. Non, mais la vérité. Alors, ce qui est bien dans ça, c'est que pour moi, faire ce travail-là, c'est amplifier les voix des femmes. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elles conçoivent comme étant la vérité, leur vérité, pendant les 38 conversations. Par contre, il est important pour moi que chacune de leurs voix puisse se faire entendre. Parce que peut-être que nous n'avons pas la même manière de voir les choses, mais ça va tilter chez quelqu'un d'autre et à qui ça va parler. La plupart de ces femmes, toutes ces femmes, ont fait des choses qui sont extraordinaires dans ce pays. À chaque fois que je les ai contactées pour leur dire « venez, on parle », elles ont fait « j'ai rien à dire ». Pourquoi, etc. Parce qu'elles considèrent que tout ce qu'elles avaient à faire, elles l'ont fait dans leur travail. Et quand je veux charrier les hommes en règle générale, je leur dis, ils n'ont pas besoin de prétexte. Dès qu'on leur dit, voici un micro, ils commencent à parler. Alors qu'il y a certains rendez-vous avec certaines femmes que j'ai dû prendre sur 3 mois, 6 mois à 1 an. Il y a un rendez-vous, ça fait 2 ans. Il a été calé en début 2022 et je pense que l'enregistrement se fera qu'en 2024. Et voilà, qu'elles s'expriment, qu'elles le disent, parce que leur voix compte. Quel que soit ce qu'elles ont à dire, elles n'ont qu'à le dire. Je m'appelle Souleymane Gueye, directeur éditorial, c'est un bien grand mot. Je gère la maison d'édition Saraba, qui a édité le livre Conversation féminine. Je vais faire un petit speech. Je vais commencer par des remerciements. Déjà, pour vous qui avez pris de votre temps pour être avec nous ce soir, pour être à cet événement de lancement de Zoubida pour son livre. Un petit remerciement aussi au Musée de la Femme, qui est un lieu symbolique. Je pense qu'on pouvait difficilement trouver meilleur lieu pour lancer cet ouvrage. Donc merci aussi au musée de nous accueillir ce soir. Il y a d'autres remerciements, mais je vais y revenir tout à l'heure. Je vais peut-être, comme a dit Aminata, reparler un peu de cette maison d'édition que je gère. Je parle en mon nom, mais aussi au nom d'une équipe, parce que derrière, il y a plusieurs personnes qui travaillent à ça. Saraba Édition, c'est né en mai 2022, et les premiers ouvrages ils sont sortis il y a à peu près 1 an, en décembre 2022. On est très axé sur la production jeunesse, ce qu'on appelle aussi les livres pratiques. Et Conversation féminine, c'est le premier livre qui est à classer un peu dans la catégorie littérature, catégorie adulte. Pour être complet, il faut préciser que c'est la filiale d'un groupe français, mais qui a souhaité, et ça c'est quelque chose que je leur reconnais et que je magnifie toujours, de changer de paradigme, de ne pas dire on va faire des livres en Europe et puis les exporter en Afrique. On va créer une maison d'édition sur place avec des Sénégalais qui connaissent les réalités des Sénégalais et des Sénégalaises et qui vont essayer de faire des livres qui leur ressemblent. Saraba, quand il a fallu choisir un slogan pour notre maison d'édition, ce qui est venu tout de suite, c'était raconter nos histoires. C'est une maison d'édition sénégalaise. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment parler de nos histoires et faire en sorte qu'elles soient lues par les Sénégalaises et les Sénégalais, mais aussi qu'elles s'exportent. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de littérature qui vient d'ailleurs.
Aujourd'hui, on est fiers de dire que Conversation féminine est sortie ici au Sénégal, mais est sortie aussi en France. Et tous les entretiens qui sont retranscrits là-dedans, c'est des choses que d'autres gens, d'autres cultures vont découvrir de nous. Nous aussi, on apporte notre quelque chose. Et la rencontre, elle s'est faite naturellement quand j'ai écouté le podcast de Zoubida, magnifique podcast, qui était dans la même démarche. C'était faire parler des gens. Et ça, tu as un talent, je pense que tout le monde l'a dit. Je ne sais pas, c'était il y a peut-être 2 ou 3 jours, j'entendais quelqu'un qui te posait la question, mais comment tu arrives à faire pour que les gens se confient à toi, s'ouvrent à toi, ce ton intimiste. Donc pour nous, c'était naturel entre Zoubida qui avait ce médium audio à travers lequel différentes femmes étaient en train de s'exprimer. Nous, on est une maison d'édition. L'idée, c'était de dire, on vient en complément. Elle fait déjà très bien ce qu'elle fait, mais un livre, ça vient être un complément qui va permettre, elle aime bien le mot, d'amplifier ce que tu fais. Nous avons choisi d'ajouter une autre conversation parmi les 17 qui ont été choisis au départ, parce que c'était important pour nous, lorsqu'on a commencé le processus de réalisation du livre, c'était important pour nous aussi que les auditeurs et les auditrices découvrent aussi Zoubida Fall, parce qu'elle est la 18e personne interviewée dans le livre. Et découvre Zoubida Fall et qu'à son tour aussi, qu'elle puisse répondre aux questions qu'elle pose à ces femmes, notamment et surtout la question sur la place. Est-ce qu'elle est à sa place aujourd'hui? Et pour nous, c'était important aussi qu'elle se rapproche de toutes ces personnes, qu'elle écoute et qu'à son tour, qu'elle soit écoutée. Merci. Merci. Essentiel, c'est le mot, c'est très important. Il le faut, c'est tout. C'est tout. Sans cette liberté-là, nos mamans ne seraient pas là. Hein? Tata Dior, c'est un plaisir de la voir. C'est un honneur d'être dans le podcast et d'être dans le livre. Il y a eu tellement de femmes inspirantes. On aurait pu en choisir d'autres. Et d'ailleurs, il faut que je demande à Souleymane pourquoi ces 18. Pourquoi pas toutes? Il faut la réponse tout de suite. Merci Souleymane de venir répondre à la question. Donc tome 2, tome 3, très rapidement. Et ensuite, j'espère que ce sera traduit. Parce que j'ai parlé du livre à des gens qui sont en Angleterre, qui me disent « on veut le livre ». Sauf qu'on ne peut pas lire en français, donc on fait comment? Donc voilà Souleymane, j'espère que tu nous as entendus. Mais oui, c'est essentiel cette liberté-là. C'est ce qui nous permet d'être à notre place en 2023, d'être aux places qu'on a choisies, de pouvoir le transmettre à nos filles, à nos nièces. C'est très important. Effectivement, on vit dans une société très compliquée. Mais quand on écoute toutes ces braves femmes, je pense que c'est ce qui nous permet aussi de continuer à faire ce que nous faisons. Et toutes ces braves femmes, c'est aussi celles qu'on rencontre dans la rue. Moi, j'ai des conversations extraordinaires avec ma vendeuse de poissons. Et je le racontais d'ailleurs dans le podcast. Voilà, c'est ces femmes qu'on croise au quotidien, ces techniciennes de surface, c'est celles qui sont à la maison, qui nous donnent un coup de main. C'est des histoires de vie, mais c'est des femmes. Je pense que ça, c'est le bon Dieu qui nous a dotés de cette force-là, de cette résilience-là, et que les places qu'on veut prendre, on peut les prendre quand on veut et comme on le souhaite. Première fois que j'ai entendu le nom de Mariama Touré Thiam et que j'ai voulu la présenter à quelqu'un, je l'ai juste présentée en disant c'est la femme de Iba Der Thiam. Et la personne, j'ai eu une reprise de volée de la personne en me disant Mariama Touré a été tellement aussi plus que ça seulement. Et à chaque fois que les gens la présentent, ils disent c'est l'épouse de Iba Der Thiam. Mariama Touré est incroyable. Elle devait être là parce que c'était confirmé jusqu'à ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mariama Touré est une femme incroyable. Il faut réécouter cette conversation avec Mariama Touré, réécouter, relire ce passage-là avec elle. Comme toutes les autres femmes, c'est une très belle rencontre. Et Mariama Touré, l'introduction a été faite par Taro Rigassama, qui est l'épisode numéro 2 de Conversation féminine, qui est Mariama Touré est une grande amie à Roch Rigassama, et c'est Roch Rigassama qui a fait la mise en relation avec Mariama Touré. Et ça me permet de dire que Conversation féminine se passe comme ça. Je vais voir Tata Dior Fall. À la fin de l'entretien, Tata Dior me dit ouvre ton téléphone, prends le numéro de tel, appelle-la, dis-lui que c'est de ma part, parce qu'elle aussi, elle doit faire cette Conversation féminine. Donc chacune de ces femmes-là, on a recommandé d'autres. Et je voulais aussi que tu puisses prendre la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire toute l'émotion que j'éprouve à me retrouver ici, au Musée de la Femme, avec toutes mes amies qui sont là, ici présentes.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a commencé par faire l'amicale, une amicale des femmes juristes. C'était Tamaro Touré, il y avait Maïmouna Khan, moi-même Tamaro Touré, et ça roulait très vite, et on a dit pourquoi, au lieu de faire une amicale, faisons carrément une association des juristes sénégalaises, dont a brillamment parlé notre ami de très longue date, Dior Falso. Mais ce que j'aimerais peut-être un peu pour l'histoire rappeler, c'est qu'en fait, moi je suis la première génération de femmes qui sont sorties diplômées de l'université de Dakar. À l'époque, on était université de Dakar, qui était, sur le continent africain, il y avait 2 universités. Il y avait l'université de Dakar et de l'autre côté, l'université de l'Ouganda, à Makerere College en Ouganda. C'était les 2 grandes universités francophones, anglophones. Bref, je suis sortie de l'université de Dakar, la première femme, et je suis du cycle où la licence en droit se faisait en 4 ans. Et j'ai encore la photo où je suis la seule femme diplômée de cette université à l'époque. Et vraiment, je tire un chapeau bas à toutes les femmes juristes sénégalaises. Quand je vois les promotions qui sortent aujourd'hui, je dis non, c'est extraordinaire. Moi, j'étais la seule à l'époque. En 4e année de droit, option droit public. C'est ça ma spécialisation. Et donc, ces conversations féminines, il faut qu'on les fasse traduire en anglais, effectivement, le plus vite possible. Parce que nous avons là, si vous voulez, un recueil d'expériences extraordinaires qu'il faut communiquer au niveau de toute l'Afrique. Votre idée, elle va en amener d'autres. Et on aura un vivier vivant vraiment d'expériences menées par les femmes. Bon, je peux pas continuer à parler trop longtemps. Mais enfin, nous sommes aussi, je voudrais ajouter que nous étions aussi, nous nous étions proclamés la génération de la construction nationale. Et nous nous voyons comme des maçons auprès d'un mur qu'il fallait édifier pour construire notre pays. C'est ça, la génération de la construction nationale. C'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque. Et on vivait modestement, on faisait tranquillement notre travail, on se contentait. Moi, j'ai commencé à gagner, rentrer dans la fonction publique, 60 000 francs par mois à l'époque, avec une avance de solde de 40 000 pour que mon dossier soit quand je serai définitivement intégré. Vous voyez, c'était pour dire qu'on allait tranquillement, doucement, et on se contentait de peu de choses. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit bâti le pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a un lien très, très, très fort avec cette ville. Et comme je lui disais, moi, j'ai entendu son nom à Saint-Louis, parce que je ne sais pas lui procureur. Ouais, maître Dior. Donc, merci d'être là, Tata Dior. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix, parce que je suis grippée. Et c'est parce que j'ai promis à Zobida que je serais là que je suis venue. Mais vraiment, je suis pas très bien. Et c'est un plaisir quand même d'être là. Et je voudrais te féliciter très sincèrement pour ce que tu fais. Parce que dans notre société, malgré le rôle important des femmes, c'est vrai que tout ce qu'elles font, elles le font bien, mais c'est presque inconnu du public. Et je crois que c'est une très bonne chose que tu aies pensé justement avoir ces conversations féminines avec ces femmes connues, reconnues, pour, disons, le travail qu'elles font au niveau du Sénégal et dans tous les domaines, parce que le domaine est très varié et je trouve que c'est extrêmement important. C'est important parce que les hommes ont tendance à tirer la lumière vers eux et à faire beaucoup de choses, alors que nous en faisons beaucoup plus dans tous les domaines, mais on laisse de côté un peu, disons, les femmes. Et quand on voit, c'est dans notre histoire, hein, les femmes qui ont gouverné, hein, les royaumes, on n'en parle pas tellement. L'histoire, il faut que les sociologues comme
Marema Touré, qui est vraiment une sœur, une petite sœur que j'adore. C'est d'ailleurs elle qui a fait la présentation de mon livre. Et vraiment, je crois qu'elle en a parlé. Il y a les Fatso Sarr qui ont parlé des femmes de Ner, hein, qui c'est extrêmement important. Mais tout ça, on ne le sait pas. Il a fallu que, comment elle s'appelle, Diabou Bessan, fasse les mamans de l'indépendance, pour qu'on sache quel est le rôle très important que les femmes ont joué pendant cette indépendance. Pour disons, le droit des femmes en 1945, Soukaina Konaré était celle qui avait dit que si jamais on ne laissait pas les femmes africaines voter, dans des 4 communes, aucune femme française ne voterait. Et c'est à cause de ça qu'en 1945, les femmes ont le droit de vote. Alors je pense que ces images-là, il est normal qu'on les connaisse. Et je te reprochais d'ailleurs lors de notre interview de n'avoir pas connu les premières pionnières, parce qu'il faut rendre à César ce qui leur appartient. Et ces premières pionnières sont les femmes de l'école Germaine Le Goff de Rufisque. Les Tata Annette d'Erneville, Caroline Diop, ma mère qui en faisait partie aussi, et beaucoup d'autres femmes qui se sont distinguées, Jeanne-Martin Cissé. Et ces femmes-là ont fait honneur non seulement à l'Afrique, au niveau de leur pays, mais au niveau international, parce que ces femmes-là venaient de la sous-région. Et on leur avait inculqué ces valeurs de solidarité, ces valeurs, disons, de pouvoir être panafricaniste à l'époque, parce qu'on ne parlait pas seulement du Sénégal, même si c'était là, mais on parlait de l'Afrique. Alors je crois que c'est une excellente chose que de plus en plus, les femmes puissent être visibles. Bon, je remercie aussi en passant Koumba Touré pour le fait de dire les géantes invisibles. Bon, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est tout à fait vrai. Alors, je te remercie beaucoup, encore une fois, pour le travail que tu fais. Je t'encourage à continuer. Bon, nous sommes l'ancienne vague, l'ancienne génération, mais comme je dis, il ne peut pas y avoir de problème intergénérationnel. Parce que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que nos mamans nous ont tracé le chemin. Nous avons pris le relais, nous allons vous le transmettre. C'est à vous à présent de faire le relais et vous le ferez pour les générations futures. Et je pense qu'il est important dans ce domaine-là que les femmes soient où elles sont, restent où elles sont et avancent. Et je le dis souvent quand les hommes nous disent « mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ?» On dit que nous voulons contribuer de façon parfaite au développement de notre pays. Parce qu'il ne pourra pas y avoir de développement, il ne pourra pas y avoir de démocratie réelle si les femmes sont reléguées au deuxième plan. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une utopie, ce n'est qu'une illusion. Les gens pensent que quand on le dit, c'est parce qu'on fait du féminisme à outrance. Mais qu'est-ce que le féminisme? Le contenu, le féminisme, c'est tout simplement défendre les droits des femmes, parce que tous les droits humains sont des droits qui sont inhérents à la personne humaine. Alors je crois que vous êtes sur la bonne voie, vous, nos enfants, nos filles, hein, parce que je suis contente d'avoir des centaines de filles au cinéma, et des fils aussi, hein, pour ne pas faire de jaloux, et je crois que c'est seulement lorsque nous serons ensemble, et que nous serons conscientes de ce que nous pouvons faire. Parce que vous savez, comme je le dis souvent à mes filles de l'AJS, parce que bon, je suis dans l'association de l'AJS, bien que nous travaillons beaucoup avec les autres associations comme le COSEF, et ma sœur est là, qui ne me démentira pas, il faut savoir ce que nous voulons, et une fois que nous le voulons, il faut y aller. Il faut y aller et que personne ne doit nous dire « vous n'êtes pas en mesure de le faire ». C'est une question de détermination, c'est une question de volonté, c'est une question de courage. Hein. Et lorsque, je pense, on a des rêves, il est certain que lorsque nous avons lorsque nous pouvons, disons avec la croyance, la compétence, la détermination, les rêves souvent peuvent devenir réalité. Et c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Tata Dior. Merci. Le livre s'ouvre en disant... je vais le lire exactement. Ça dit « À la conversation manquée avec Eugénie Ao ». Quand j'ai décidé de lancer Conversation féminine, la première personne à qui j'en parle, c'est Eugénie Ao.
On se retrouve, on est en décembre 2021, on se retrouve dans un panel modéré par Fatimata Diallo Ba. Je suis sur le panel avec Eugénie Aw, Sokhna Benga. Il y avait une autre professeure d'université, professeure de lettres qui vient des États-Unis, et il y avait moi, et il y avait Fatimata Diallo. Et sur ce panel-là, je me retourne vers Eugénie Aw et je lui dis, je suis en train de lancer quelque chose. Je ne sais pas du tout comment ça va s'appeler, je ne sais pas quelle forme ça aura, mais je veux que tu acceptes de devenir celle avec qui je vais avoir la première conversation. Et je lui dis, je comprends que je te prends au dépoté et que ça peut être difficile peut-être pour toi de me répondre maintenant. Elle me dit, non, 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 oblige-moi à te répondre maintenant dans la salle parce que mon mari est avec moi dans la salle et il fera en sorte que je puisse tenir mon engagement. Et j'ai cette conversation-là, j'ai cette vidéo de Eugénie Aw dans mon téléphone jusqu'à présent, je ne sais pas quoi en faire. Et on essaie de caler ça, donc il me faut décembre, janvier, février à peu près pour poser tout le truc, trouver ce qu'il me faut, et je commence à enregistrer début mars et je l'appelle. Elle avait, il y a quelque chose qui avait lieu au CORED et elle avait besoin de temps, elle recevait un certain nombre de gens, donc on prend rendez-vous encore pour pouvoir caler. Je la rappelle encore, on n'arrive pas à caler les agendas, ils ne coïncident pas. Et un soir, à 1h du matin, j'ai des soucis d'endormissement. Je n'arrive pas à dormir, je fais l'erreur d'ouvrir mon téléphone. Il est 1h du matin. Et je vois le texto d'une de mes amies qui me dit bah, « Eugénie Aw est décédée ». Et ça, là, je ne l'ai pas encore dépassé. Et donc, c'est cette conversation manquée-là avec Eugénie Aw à qui est dédié ce livre-là. Je n'ai jamais trouvé le courage d'aller présenter à son mari mes condoléances parce qu'en vrai, Eugénie Aw ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas particulièrement, mais je voulais parler à Daba Aw, à cette Daba Aw dont ma mère m'a parlé. Parce que c'est ma mère qui m'a dit Daba Aw. Et c'est comme ça que j'ai compris qui était Eugénie Rokhaya Aw. C'est comme ça que j'ai compris. Et c'est comme ça que je l'ai entendu parler de sa résistance, du fait de toute cette période où elle était militante, où elle a dû se retrouver en prison. Elle nous racontait où elle a dû perdre une grossesse en prison du fait de ses convictions. Et j'ai voulu parler à Eugénie Aw, donc à la conversation manquée avec Eugénie Aw, et je fermerai avec ça. Merci beaucoup. Le choix de Maïmouna, la puissance de Kalista, la rigueur de Zahra, la résilience de Oumoussi, la fureur intacte de Marie-Angélique Savané, la conscience accrue de Ndeye Diomb Tall, le refus de Sokhna Maguette Sidibé, le sens du soutien du professeur Fatso, la cohérence de Fatou Kandé, l'enracinement de Marème Touré. Et c'était ça, chaque mot pour chacune des femmes du livre. Merci beaucoup d'avoir été là. Aladik teki tout le monde. Ndam li dina ñew yaw, ndam li dina ñew yaw, ngalabul khadi ci kaw. Dinga ma sere yaw. Maladik teki tout le monde. Ndam li dina ñew yaw, ndam li dina ñew yaw, ngalabul khadi ci kaw. Dinga ma sere yaw, dinga ma sere. Maladik teki ci kaw. Ndam li dina ñew yaw, ndam li dina ñew yaw. Sing it, baby.